CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Karine Benarous. Bonsoir à tous, on se retrouve en ce mercredi 27 septembre pour une nouvelle édition de CRIF Mag. Sarah Catin, bonsoir, bienvenue dans l'émission CRIF Mag. On se retrouve pour une nouvelle édition. Vous êtes journaliste pour Tribune Juive et c'est vous qui avez couvert et qui couvrez en ce moment, depuis le début, le procès de Madame et du meurtre de Sarah Halimi. Alors avant de parler de toutes les péripéties qu'il y a eu et qu'il y a encore au cours de ce procès qui n'a pas encore eu lieu, avec les expertises psychiatriques qui ont été faites, le parquet qui requalifie ça en crime antisémite. Repartons à la genèse, si vous le voulez bien, de cette histoire. Bonsoir. Alors effectivement, ça s'est passé dans la nuit du 3 au 4 avril en plein Paris. Du 3 au 4 avril 2017 et non pas en 1942, parce qu'on pourrait penser qu'il est inimaginable que cela se passe en 2017. Ça s'est passé dans la nuit du 3 au 4 avril de 4h28 du matin à 5h35. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Sarah Halimi, qui est un médecin de profession, qui est une directrice de crèche, qui est une femme juive orthodoxe, donc vêtue, connue, enfin repérable par ses vêtements, sa perruque comme une juive orthodoxe, habite le quartier de Belleville, un petit immeuble, un ensemble de 3 ou 4 immeubles. Elle a pour voisin notamment un certain Kobili Traoré, petit délinquant, vraiment connu des services de police, que ses parents décrivent comme un musulman pieux mais non pas fanatique. En tout cas, qui a fait plusieurs petits séjours en prison pour des faits de petite délinquance, qui sème la terreur avec sa bande dans le quartier et qui, de toute façon, depuis toujours, crache sur Sarah quand il la croise, Sarah et ses petits-enfants, la traite de sa juive, l'a déjà injuriée, donc ne fait pas cache de son antisémitisme. Alors, cette nuit-là, ce garçon est chez un de ses amis, dans un immeuble adjacent, et à 4 heures précisément du matin, il va, selon un circuit qui est le seul permettant d'accéder à l'appartement de Sarah Halimi, il va aller, donc délibérément à 4 heures du matin, chez Sarah Halimi, passant pour cela chez des amis des amis de sa famille. Il va frapper à la porte de la famille Diarra, une famille malienne comme la sienne. On va lui ouvrir la porte et devant son état d'excitation extrême, la famille Diarra va se réfugier dans une chambre et va appeler la police. Donc automatiquement, la police est appelée. Que fait Kobili Traoré pendant ce temps ? Il entre par le balcon de la famille Diarra, il pénètre par effraction dans l'appartement de Sarah Halimi, qui dormait bien sûr, 4 heures du matin, qu'il sort de son lit et contre laquelle il va s'acharner, sur le corps de laquelle il va s'acharner avec une barbarie extrême, dont l'autopsie et l'état du corps d'ailleurs de Sarah attestera. Il va la lyncher tout en récitant des sourates du Coran au cri de Allahu Akbar, tout cela étant attesté par des enregistrements sonores. Et je répète bien que c'est d'autant plus impressionnant que tout cela s'est passé en direct. Donc des voisins ont entendu, notamment des voisins ont pu faire cet enregistrement sonore. Alors il faut noter que la police a été appelée aussitôt, est arrivée 3 minutes après, par petits escadrons successifs, la BAC d'abord, les Brilles ensuite, en tout 28 policiers qui, pour des raisons que l'enquête va déterminer et le procès va déterminer, la police n'a absolument rien fait, n'est pas intervenue, et ça c'est aussi un des mystères de cette affaire. Alors, Kobili Traoré, on nous a dit au départ qu'il n'était pas connu pour être un islamiste, mais en tout cas, il fréquente la mosquée Jean-Pierre Timbaud, mosquée qui n'est pas connue pour ses prêches républicains. Le calvaire qu'il va infliger à Sarah Halimi va durer 70 minutes, et je précise bien en direct, devant la police, pour finalement, après l'avoir lynchée, pour finalement la jeter par la fenêtre, et avant de la jeter par la fenêtre, de la défenestrer, il va simuler le suicide de Sarah en disant, et les voisins l'ont vu, la police l'a vu, en disant attention, cette femme va se suicider, et puis il la prend, il la jette par la fenêtre, et Sarah Halimi, elle est ramassée, finalement morte bien sûr, par les policiers qui sont ceux qui sont en bas, et
la police va entrer dans l'appartement de Sarah après que cette dernière ait été défenestrée. Alors, oui, Sarah. Ce qui est frappant dans cette affaire, c'est que c'est l'absence, c'est le silence qui a entouré ce drame tout de même d'une dimension incommensurable malgré tout. Excusez-moi, je vous coupe, Sarah. Vous parliez un silence dès le démarrage, puisque quand cette histoire dramatique s'est arrivée, si on se remémore, on était en pleine période électorale, si je ne m'abuse. Absolument. Et à part la presse juive qui alertait, Voilà. j'ai pas le souvenir que la presse en général a alerté. Il aura fallu attendre ce fameux collectif de cette année, de 17 intellectuels, pour que ça sorte réellement dans les médias. C'est absolument vrai. Comment vous pouvez l'expliquer ? S'il y a une explication à avoir. Oui, c'est une explication difficile à avoir. Eh bien, effectivement, seuls les médias communautaires ont parlé de cette affaire très très rapidement, et notamment Tribune Juive, où j'interviens, mais les radios juives en ont parlé, Israël en a parlé, ça en est ému énormément, un journal texan en a parlé, et rien au niveau de la presse, jusqu'à 2 mois après cet assassinat, une tribune de 7 intellectuels qui se sont alarmés un peu du fait que de l'omerta, c'est le mot qui a été utilisé, qui entourait cet assassinat. Alors effectivement, on était en pleine campagne 2 semaines avant la présidentielle. Oui, je précise cette année, en 2017, parce que je me suis... Voilà. Il y avait eu l'affaire Théo, il y avait eu l'affaire, si vous vous souvenez bien, Liu Shawayo, Oui. et effectivement, on ne peut penser qu'à une hypothèse, ne surtout pas parler d'un crime antisémite qui pourrait faire finalement faire capoter le calme qu'on désirait pendant une campagne électorale. Et il est étonnant de penser que seul un tweet du FN, de la présidente du FN, a mentionné cet assassinat. Alors on ne va pas s'en féliciter. Non. Très vite après la tribune, il y a des réactions. Il faut d'abord noter que le procureur François Molins a très vite, lui, réuni les responsables communautaires en leur disant que, en l'état actuel des choses, il n'y avait pas on ne pouvait pas parler d'assassinat antisémite, mais que ce ne serait pas écarté, qu'il fallait que l'enquête se fasse. En tout cas, le procureur François Molins a ouvert une enquête pour homicide volontaire et non pas pour assassinat. Il a écarté les circonstances aggravantes que constituent les actes de barbarie et surtout le motif antisémite. Il n'a pas chargé le parquet terroriste de l'affaire. Il a mis un juge aux affaires criminelles. Sarah Catan, pourquoi cette qualification d'antisémitisme fait peur ? On le voit, c'est pas la première fois, c'est pas la première affaire de ce type-là où on voit que, on va dire, on traîne des pieds pour qualifier ce qui est antisémite. C'est exactement ça, c'est l'expression « on traîne des pieds ». Les avocats, d'ailleurs, tous les avocats des parties civiles, ils sont 4 maintenant, disaient même de la juge chargée de l'affaire qu'elle traînait les pieds, qu'ils avaient l'impression de la déranger quand ils l'appelaient pour savoir où en était l'affaire. Alors, pourquoi ? Si on réfléchit bien, depuis l'affaire Ilan Halimi, il y a eu 14 juifs, on peut facilement les lister, qui ont été tués pour leur religion, du simple fait qu'ils étaient juifs. Ils ont tous été tués par un islamiste. Alors, l'hypothèse, la seule hypothèse qu'on puisse retenir, c'est que on a du mal en France à nommer ce nouvel antisémitisme qui a valu à Georges Bensoussan de comparaître en procès quand il parle de l'antisémitisme musulman, de ces musulmans, et bien sûr pas tous, de ces musulmans qui ont été l'antisémitisme au sein maternel. Voilà, moi je ne vois pas d'autres hypothèses. On a du mal en France à nommer cet antisémitisme musulman, alors qu'en réalité, si on regarde des gens comme Finkielkraut, et bien finalement, Alain Finkielkraut, il a dit 2 mois après, lui aussi, il a dit « Je ne voulais pas croire à un antisémitisme musulman, je regrette de ne pas l'avoir fait ». Elisabeth Lévy de Causeur
elle dit exactement la même chose, qu'elle regrettait elle aussi de ne pas avoir acté, de ne pas avoir nommé les choses. Et encore hier même dans l'Express, Elisabeth Badinter a livré une tribune dans laquelle elle dit « Ça suffit, il ne faut plus laisser les Juifs seuls mener ce combat contre ce nouvel antisémitisme. » Car on est bien obligé de parler d'un nouvel antisémitisme qui n'est plus l'antisémitisme d'extrême droite. En fait, l'autre est toujours là, bien sûr, mais il y a ce nouvel antisémitisme qu'on a plus de mal à en parler, bien sans doute parce que il faut faire attention, ne pas trop fâcher cette communauté très importante. Alors Sarah Catan, des expertises psychiatriques ont été faites et là, récemment, le parquet a décidé de requalifier ça en crime antisémite. Alors, effectivement, l'expert qui a été chargé de l'expertise est un expert très connu. Il avait été d'ailleurs chargé de l'expertise du DJ Sébastien Selam. Donc, c'est Daniel Zaguri. Il avait 4 mois pour remettre son rapport. On l'attendait impatiemment. Il a demandé un délai supplémentaire de 2 mois. Et il a enfin rendu très récemment un rapport de 70 pages qui soufflait le chaud et le froid, qui ménageait la chèvre et le chou, où il disait j'ai le rapport sous les yeux. Il dit textuellement il n'est pas possible d'affirmer que Madame Halimi a été recherchée, massacrée parce qu'elle était juive, mais le fait qu'elle soit juive a amplifié le côté délirant de l'assassin qui était sous l'emprise de quelques stupéfiants. Il met dans le corps de son rapport qu'il s'agit bien d'un crime antisémite finalement, mais il ne le met pas en conclusion. En fait, lui aussi est extrêmement prudent. Ça a l'air très difficile de nommer la chose même pour lui. Et finalement, juste après le rendu de ce rapport, François Molins a quand même rencontré le président du CRIF, donc que vous connaissez bien, pour lui dire que la qualification aggravante d'antisémitisme allait enfin être retenue. Donc, quoi qu'il en soit, puisque Zaguri parle bien d'altération du discernement de Traoré va comparaître aux assises, mais il va maintenant comparaître pour assassinat à motif antisémite. Alors Sarah Catan, la question qu'on pourrait se poser, ce que vous venez de dire, la question qui est soulevée est de savoir, est-ce que le fait d'avoir une altération mentale finalement, est-ce que ça permet d'écarter une piste antisémite ? Parce qu'on peut avoir une altération et commettre un crime antisémite. Mais bien entendu. Ça c'est d'ailleurs en 70 pages, l'expert, c'est presque amusant si on s'intéresse un peu à la rhétorique, à la linguistique, au rapport de cause à effet. Le rapport de Zaguri est très intéressant pour cela parce que c'est pas du tout cohérent finalement, parce qu'il dit que il part d'un bouleversement délirant. Il dit que Traoré, en voyant Sarah, alors qu'il est allé, nous on sait qu'il est allé volontairement, de façon préméditée, chez cette femme-là et pas chez un autre voisin. Bon, et l'expert dit que c'est en la voyant qu'il a vu une juive. On imagine que Sarah était en pyjama ou en chemise de nuit, qu'il a vu une juive et que cela a provoqué chez lui une bouffée délirante. C'était comme s'il avait vu le diable et que donc ça c'est l'appartenance religieuse de Sarah Halimi, je cite le rapport, se serait télescopée avec la thématique délirante de Kabylie Traoré, qu'il a associée au diable. Voilà. D'accord. Voilà ce que c'est que le rapport psychiatrique. Je répète bien que si Traoré avait été vraiment jugé irresponsable, comme il est de la mode de considérer tous ces assassins-là, il n'aurait pas eu finalement, il a fait preuve de discernement en voulant simuler le fait que Sarah allait se suicider. Non, alors qu'il a lui-même jeté par la fenêtre. Et puis ça faisait quand même apparemment quelque temps qu'il, entre guillemets, traquait cette directrice. Ah oui. D'accord, elle était bien ciblée. Absolument, ça faisait des années. Alors évidemment, on peut se demander pourquoi Sarah n'avait pas déposé de plainte. On peut répondre qu'elle avait peur. Elle avait peur de lui, toute sa famille le dit. Et puis, on sait très bien, quand on voit recenser le nombre d'actes antisémites, on nous dit que ça a diminué, mais on sait très bien. Et moi, j'en ai la preuve très souvent que les victimes antisémites, comme les victimes de viol ou d'autres choses, ne vont pas tous déposer plainte. Malheureusement.
Ça, malheureusement. Sarah Catan, les suites de l'affaire, le procès, ça démarre quand? Il y a des dates? Bon, alors, on n'a pas encore de date. Maintenant, l'assassin est à Fresnes. Il n'est plus du tout en cellule psychiatrique. D'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'il a été sorti de cellule psychiatrique avant même que le rapport ne soit rendu. Il est donc incarcéré à Fresnes et voilà, maintenant tout le monde est en attente. Les avocats ne savent pas grand-chose. Il y a des fuites dans la presse et c'est nous, journalistes, qui parfois avons averti les avocats. Alors, Sarah Catan, à côté de ça, vous suivez aussi le procès Mera. Et donc, vous avez lancé une pétition pour qu'il soit filmé. Parlez-nous-en. Oui. Alors oui, effectivement, je m'intéresse au procès Mera, au procès du frère de Mohamed Merah, donc Abdelkader Merah, et puis un autre comparse, Feta Malki, qui a lui fourni les armes qui serviront à tuer les enfants et Monsieur Sandler de l'école aux Arts à Torah. Je m'intéresse au procès Merah parce que c'est celui d'Abdelkader Merah, mais ça reste tout de même celui aussi de Mohamed Merah. Et pour moi, il y a vraiment un avant et un après Mohamed Merah. Le procès Merah, ce n'est pas du tout un procès comme ça, peu important. L'affaire Merah, c'est l'affaire qui a ouvert finalement la décennie de l'ère terroriste que nous sommes en train de vivre et que nous n'avons pas fini de vivre. Merah, c'est pas simplement comme on l'appelle le tueur au scooter, c'est vraiment l'horreur, le cataclysme, la brute meurtrière, et c'est vraiment l'humanité touchée en plein cœur. Merah a tué 7 personnes et il a ouvert la brèche. Il a ensuite enclenché toute la suite, tout ce que nous vivons actuellement en France, en tout cas. Pourquoi c'est important pour vous que ce procès soit filmé? Alors, c'est important pour moi que ce procès soit filmé parce que je vous dis comme je vous disais, il y a pour moi un avant et un après Merah. Je pense qu'il est très important qu'il reste des traces pour l'histoire, pas seulement pour les historiens, qu'il reste des traces pour l'histoire dans les affaires de haute importance. Et je m'en réfère pour cela à la loi Badinter. Badinter avait en 85, donc il y a 32 ans maintenant, fait voter une loi pour la constitution d'archives audiovisuelles de la justice. Pour certaines audiences, pour des audiences absolument exceptionnelles. Et d'ailleurs, exceptionnelles au point que depuis 32 ans, il n'y a eu que 7 procès filmés, des procès, Barbie, Touvier, Papon, l'affaire du sang contaminé, et je considère pour ma part que l'affaire Merah est une affaire... alors évidemment, on ne va pas comparer au procès nazi, mais c'est une affaire d'une extrême importance. D'autant que les tenants du fait qu'on ne devrait pas filmer ce procès-là, qu'est-ce qui nous oppose comme argument? Ils nous disent d'abord que ce serait du voyeurisme. Non, il n'y a pas de voyeurisme malsain à nommer les choses. Nous mourrons tous du fait de ne pas nommer les choses, justement. Ils nous disent également qu'en filmant ce genre de procès, nous courons le risque de héroïser les assassins. Moi, je ne pense pas, parce qu'ils sont déjà, en tout cas, dans leur petite communauté, ils sont pris pour des héros, et ce n'est pas le fait de les juger, de filmer leur procès qui va les rendre des héros. On nous dit également qu'on mettrait la vie des témoins en danger. Mais la vie des témoins est déjà en danger. Et puis, il y a des statuts qui sont censés protéger les témoins. Et puis, je prendrai pour argument ultime le procès de Nuremberg, finalement. Lui, il a été filmé, il a duré 10 mois. Il a été filmé pendant 10 mois. Eh bien, ces archives sont très importantes. Elles servent aux historiens. Elles servent... De toute façon, il n'y a pas de risque de voyeurisme ou de je ne sais quoi, puisque vous savez très bien que la loi Badinter protège absolument ces images et que dans des décennies, les images ne seront pas aux mains de n'importe qui, voyez-vous. Sarah Catan, avant de se quitter, comment signer cette pétition techniquement? On va où? Alors, cette pétition, qui a peu de chance. Alors déjà, il faut que je dise malheureusement que les avocats, le premier avocat qui a fait cette requête, la juge avait 3 semaines pour accepter ou refuser. Ça a été refusé. Il y a un appel.
D'autres avocats de partie civile se sont joints. Il n'y en a qu'un qui ne s'est pas joint à cela. Alors, la pétition, elle va rester, je pense, symbolique, évidemment, parce que le procès ouvre le 2 octobre, donc le temps manque. En tout cas, franchement, de façon symbolique, parce que peut-être que pour l'affaire Sarah Halimi, la question se posera de filmer un procès terroriste islamiste, je répète bien, et pour aller signer cette pétition, il faut tout simplement aller sur le site pétition24.net, et elle s'appelle « Pour que soit filmé le procès Mera ». Tout simplement, il suffit de cliquer sur le lien « Je signe la pétition ». Sarah Catin, je vous remercie infiniment. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste pour Tribune Juive, que vous suivez plusieurs procès, dont celui de Madame Halimi. Et à très bientôt sur cette antenne où nous ne manquerons pas de vous réinterviewer pour les suites de cette affaire. Merci, à très bientôt. Au revoir.